Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les différents coachings que je suis amenée à faire avec ma clientèle. Et si vous vous retrouvez, si vous reconnaissez un petit peu dans ces profils-là, eh bien nous pourrions éventuellement collaborer pour votre mieux-être. Alors comme vous le savez, je fais deux types de coaching, le coaching mieux-être et le coaching relationnel. Et parfois, les deux sont assez complémentaires. Je vous rappelle aussi que si vous êtes suivi par un psychologue, votre médecin traitant de toute façon, ou un psychanalyste, ou peu importe, n'arrêtez surtout pas. L'un n'empêche pas l'autre, comme je le dis toujours. Alors dans le mieux-être, je rencontre beaucoup de personnes qui vivent un petit peu à l'envers. Voilà. Elles ne sont pas opérationnelles avant une certaine heure tardive de la journée et elles se forcent la plupart du temps à aller contre leur cycle naturel. Donc en fait, on se retrouve avec des personnes qui ont cette espèce de brouillard cérébral le matin, qui n'arrivent pas à réfléchir, qui cherchent partout leurs affaires qu'elles viennent de poser à quelque part. Elles n'arrivent pas à se mettre en route, même le corps, c'est douloureux. Elles peuvent être dans un état vertigineux, elles peuvent être dans un état nauséeux, des maux de tête, des douleurs un petit peu partout. Et tout ça commence à partir, le corps commence à se réveiller à partir d'une certaine heure, qui est souvent extrêmement tardive. Pardon, je prends du Nova. On se retrouve avec des personnes qui vont commencer à émerger vers 11 h, midi, 14 h, 15 h pour certaines. Et sur une activité diurne, on se retrouve avec des personnes qui ont une activité entre 10 et 12 heures. Donc au final, elles vont commencer à être en forme jusqu'à 1 h, voire 3-4 h du matin. Et ainsi de suite. Donc en fait, il y a certainement des choses à faire. Tout d'abord, identifier quel est le problème. Pourquoi vous avez du mal avec ce cycle de sommeil-éveil. Et ensuite, nous pouvons y remédier ensemble. Voilà. Vous êtes nombreux, hein. Alors tout d'abord, je vous dis, moi, c'est pas le nombre d'heures qui est important. C'est la qualité du sommeil et la qualité aussi du réveil. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand on est dans un état d'éveil où on a vraiment du mal d'émerger, on se sent comme si on avait mal partout, comme si on était dans un état grippal, c'est qu'on n'a pas son quota de sommeil ou que le sommeil n'a pas été réparateur de bonne qualité. Donc, il va falloir faire quelques petites choses. Le deuxième type de coaching que je rencontre beaucoup dans le mieux-être, c'est la gestion des émotions. C'est quelque chose qui va aussi de pair avec le coaching relationnel. Beaucoup de personnes ont vraiment du mal de gérer leurs émotions. Donc on a des personnes qui vont avoir tout de suite des comportements dans l'excès. Donc on va avoir des personnes qui vont se mettre en colère pour un rien. Ce sont des personnes qui, au contraire, vont être dans un état de stress ou un état d'angoisse quasiment permanent. Voilà. Alors, tout d'abord, on identifie quelles sont les causes ou la cause du stress, des angoisses, etc. Et on ne peut pas toujours l'éliminer. On ne peut pas toujours se dire, bah oui, on va changer de travail là tout de suite parce qu'on va se sentir mieux, etc. Mais on va essayer de travailler sur la gestion de ce stress, de ces angoisses, de ces impulsivités. Voilà. Les impulsivités, les impulsifs se ferment beaucoup de portes. Parce qu'au début, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui a du caractère, moi j'aime les personnes qui ont du caractère, etc. Et très vite, on se rend compte que ça devient assez invivable, assez ingérable, parce que la personne va exploser n'importe quand, n'importe comment. Alors, quand on est bien, on reçoit ce côté
fort caractère de manière assez positive. Et puis quand on est fatigué, quand on a voilà, d'autres choses à gérer, et bien ça peut être très très fatigant d'avoir à gérer les émotions comme ça, l'impulsivité d'autrui, de ses enfants, du chauffage, il se met en route tout seul, bon, du conjoint, d'un partenaire, enfin, etc., etc. Un autre coaching que je fais assez fréquemment, c'est la confiance en soi. Voilà. La confiance en soi, ça va aussi bien dans le coaching relationnel que dans le coaching mieux-être. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui peut être perçu de deux façons. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très introverti, qui manquait vraiment de confiance, vous avez toujours besoin qu'on vous rassure. C'est parce que vous vous dévalorisez et vous ne savez pas vous mettre à une échelle de valeur juste. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas confiance en elles parce que elles se connaissent très bien et elles savent que c'est pas quelqu'un de fiable. Donc voilà. Oh là 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 là. Moi, je me fais pas confiance là-dessus. Je vais rater à coup sûr. Donc voilà. Oh là là. Tel que je me connais, je suis sûre que si je pars en vacances, ne serait-ce que 4 jours sans mon partenaire, je le fais cocu. Voilà. Des choses comme ça. Vous voyez? Donc, vous savez que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Et le premier manque de confiance en soi est souvent très, 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 très anxiogène pour vous parce que vous avez peur de ce que l'on pense de vous, de ce que l'on va dire sur vous, etc., etc. Et puis, ça vous induit à faire à adopter des comportements qui vont vraiment être contre-productifs la plupart du temps. Alors dans le coaching relationnel, eh bien, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que elles elles font face au ghosting. Voilà. Elles ne comprennent pas pourquoi elles étaient en lien avec quelqu'un, ça passait bien, ça matchait bien, il y avait des bons moments, puis d'un seul coup, on vous met de côté. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment du mal de comprendre et d'accepter. Donc au final, on en discute un petit peu et voilà. Il y a un coaching qui agace énormément mes clients. Et c'est quelque chose que j'amène souvent bien dans le manque de confiance en soi, dans beaucoup de choses. C'est qu'on ne veut pas faire un travail sur soi. Le truc, c'est qu'effectivement, le coaching, c'est souvent dans le développement personnel. Et dans le développement personnel, eh bien, c'est vous-même qui essayez d'améliorer votre condition de vie, votre comportement, etc., etc. Le souci, c'est qu'on a tendance à rejeter les fautes sur autrui pour justifier de ce que l'on est aujourd'hui. Voilà. En réalité, bien souvent, on va m'évoquer des parents une famille un peu délétère, des parents très toxiques, etc. Un ex ou une ex pervers narcissique, complètement fou, un peu gogol, enfin, voilà. Ce qui justifierait qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes. Alors, il y a une chose qui est vraiment toute simple, c'est qu'effectivement, bien, il y a des parents qui sont parfois très cruels, et puis il y a des parents aussi qui sont très maladroits dans leur façon de faire. Certains vont croire que en étant dans le négatif, mais t'es bon à rien, etc., on va obtenir de l'enfant qui va vouloir se surpasser pour montrer à ses parents qu'il n'est pas bon à rien, mais qu'au contraire, il va être euh, un génie. Ah, c'est comme ça que tu me vois. Ok, moi je me suis repassée. Le problème, c'est qu'un enfant, il fait confiance en ses parents. C'est même les premières personnes en qui il devrait avoir une totale confiance. Donc, quand un parent dénigre son enfant, l'enfant, il finit par le croire. Mais la plupart de mes coachés ont quand même un âge assez avancé. On est dans la petite vingtaine, on est au-delà.
Et moi, je dis toujours, bien, quand vous rentrez dans une boulangerie, si c'est pas, vous rentrez pas simplement, enfin, dans votre supermarché, puis vous prenez les baguettes, là, voilà. Mais si vous rentrez dans un magasin, combien de personnes vont dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir, bon, éventuellement bonne journée, etc. Vous entrez même dans un fast-food, vous n'êtes qu'un numéro. Espèce 75. Vous avez bientôt mis là? Il manque rien? Ah, une petite sauce machin chouette? Ok. Voilà. Pourtant, dans notre enfance, on nous a répété depuis qu'on sait parler qu'il faut dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît, éventuellement tenir la porte à la dame, etc., etc. On nous l'a répété, re-répété. J'ai pas entendu? Ok. Dis-moi, je deviens un peu sourde. Qu'est-ce qu'on dit? D'accord. Hop, 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 hop. Voilà. Je fais ça moi aussi avec mes coachés parce que parfois quand on échange par message, euh, on a échangé la veille et puis le lendemain, elle reprend la conversation comme si de rien n'était. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour, lol. Et bien, voyez, malgré le fait qu'on vous ait répété depuis l'âge de 2-3 ans, et souvent pendant très longtemps, j'ai pas entendu, j'ai pas compris de cette oreille-là, qu'est-ce qu'on dit, etc., pour vous forcer à dire merci, s'il te plaît, etc., eh bien, ce sont des notions qu'on oublie. On oublie parce que ça va vite, parce qu'on a autre chose à penser, parce que ceci, parce que cela, parce que pour vous, c'est une évidence que, voilà. Eh bien, quand on vous a répété pendant votre enfance que vous étiez un enfant ingrat, que vous n'êtes pas beau, que votre sœur a de meilleurs résultats que vous, parce que ceci, parce que cela, qu'elle arrivera mieux que vous, et tout, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, vous mettiez pas ça dans un coin de votre tête. Tout comme parfois vous oubliez de dire merci, au revoir, etc. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on prend de l'âge, on doit être capable de s'auto-évaluer et on doit être capable de changer. Ok, on m'a dit que j'étais moche, que j'étais grosse, que j'étais laide, que je travaillais mal, que ceci, que cela. C'est mes parents qui me faisaient à manger, c'est mes parents qui me vêtissaient, c'est mes parents qui me coiffaient, enfin plutôt la mère, etc. Si j'avais des résultats scolaires médiocres, est-ce que mes parents m'ont aidé pour savoir où était mon problème? Est-ce que je suis seulement paresseux ou est-ce que j'ai des difficultés? Est-ce qu'ils m'ont aidé? Maintenant, c'est à vous de vous prendre en main. Ok, je ne suis pas un top modèle, mais je vais me mettre en valeur. Maintenant, je suis grande assez pour me coiffer comme je veux. Je veux me faire des mèches bleues, je me fais des mèches bleues. Voilà. J'ai toujours du mal avec l'orthographe, etc. Je vais prendre des cours. Il y a plein de tutos sur Internet. Il y a plein d'applications gratuites qui peuvent faire que vous allez rattraper. Aujourd'hui, vous savez ce qui vous êtes et vos vraies valeurs. Donc, quand on me dit oui, mais vous savez, moi j'ai grandi, on m'a dit que j'étais une vilaine petite fille, que j'étais ceci, que j'étais cela, eh bien montrez-nous, vous êtes une super femme ou un super homme. Voilà. En amour, le manque de confiance en soi va souvent traduire des comportements qui sont très contre-productifs parce que vous êtes constamment dans l'attente d'être rassuré. C'est essentiellement féminin, mais pas que. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'être rassurés, mais ils vont pas du tout avoir la même façon d'agir par manque de confiance en eux, en fait. Voilà. La femme aura besoin d'être valorisée, chouchoutée, qu'on lui montre des attentions permanentes. L'homme va plutôt beaucoup tester la femme pour voir, voilà, il va la tester. En réalité, ce qui se passe, excusez-moi, c'est que en étant tout le temps dans la demande,
en ayant toujours cette peur, forcément, il y a plus belle que moi, il y a plus ceci, il y a plus cela, et ben vous allez induire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en disant, mais qu'est-ce que tu sais avec moi en fait? Il y a tellement de plus jolies filles, regarde elle comme elle est belle. Lui, il l'avait peut-être pas remarqué, mais à force de lui montrer des plus jolies filles, bah, il risque effectivement d'aller voir ailleurs plus belle, et puis il trouvera peut-être pas plus belle, mais une femme qui aura plus confiance en elle, et une femme qui sera peut-être moins immature, voilà, du coup. Alors je dis pas que le manque de confiance en soi est traduit de l'immaturité, mais assez souvent, oui, voilà. Donc moi, je ne peux pas travailler sur les causes de votre manque de confiance en vous, ça c'est plutôt avec un psychologue, etc. Mais on peut travailler pour le développement de la confiance en soi. Ça c'est quelque chose qui est important. J'ai eu des personnes timides, ultra introverties, et le jour où on met le doigt sur quelque chose qu'elles vont aimer, etc., elles vont agir avec vraiment passion et fluidité. Donc les personnes qui étaient vraiment très timides peuvent tout d'un coup monter sur scène, parler, défendre une cause, etc., etc. C'est la magie du cerveau humain, c'est que rien n'est figé. Voilà, pardon. On rencontre également dans différents coachings, alors la gestion des douleurs aussi, j'en ai pas parlé dans le coaching mieux-être. Alors souvent vous êtes assez nombreux à me dire, écoutez voilà, moi j'ai fait tout un tas d'examens, j'ai très mal ici, j'ai très mal là, etc. Donc c'est toujours des points précis, ça peut être la cheville, ça peut être, voilà, et ou la tête, ou le ventre, etc. Puis les examens ne montrent rien. On m'a dit d'aller voir un psy. Mais moi, je suis pas fou. Les douleurs, elles existent. Alors souvent, on associe le côté psy au côté mental, avec maladie mentale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas aller avec ces personnes-là dans mais t'as rien, c'est dans ta tête. Voilà. Nous, on ne ressent pas la douleur de la personne, et on n'est pas la personne pour dire si c'est dans la tête ou pas. Les douleurs sont là, elles sont fréquentes, elles sont même parfois chroniques, elles sont parfois même insupportables, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Voilà. Alors, l'humain est comme une immense machine. Voilà. Si il y a un problème dans la machine, à quelque part, voilà, ça va tout dérégler la machine entière. On est d'accord. Un appareil qui commence, les piles commencent à s'affaiblir, vous verrez qu'il commence un peu à déconner votre appareil. Pareil pour un téléphone, quand il est à 2% de batterie, il y a des applications qu'on ne peut pas ouvrir, etc., etc. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que si votre corps est déréglé en un point, il peut très bien faire ressentir de la douleur ou quelque chose à un autre point précis. Alors, une douleur de pied peut venir du genou, de la hanche, ça peut venir du dos, ça peut venir de plein de choses. Un problème ici, qu'on va penser au départ étant quelque chose de digestif, respiratoire, ça peut être les poumons, ça peut être ceci, ça peut être cela, voire cardiaque. Une fois qu'on a éliminé ces trois trucs-là, dire mais j'ai encore super mal et tout et tout. Et on se rend compte en fait que ça peut être tout simplement de l'aérophagie, mais aussi au niveau du diaphragme. Si on a une mauvaise posture et qu'on a tendance effectivement par repli sur soi-même ou autre à écraser ce diaphragme, on va avoir des violentes douleurs, des difficultés à respirer, des douleurs qui vont avoir vraiment un caractère qui peuvent faire ressembler à un problème cardiaque. Donc du coup, on va être encore en panique. Mais qu'est-ce que j'ai? Je vais mourir, j'ai une crise cardiaque. Donc on va se mettre à hyperventiler, etc., etc. Alors qu'il suffit juste de faire quelques exercices pour remettre notre diaphragme comme il faut. Voilà. Et c'est pareil. Des maux de tête peuvent venir
de l'oreille interne, peut venir de la nuque, etc., etc. Donc ça, la gestion des douleurs et la compréhension du point de départ des douleurs, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup. Après, on travaille la relaxation, on travaille beaucoup de choses. Voilà. Dans le coaching relationnel, je répète encore une fois qu'on travaille sur un développement personnel et que nos actions, et c'est quelque chose que souvent mes coachés claquent la porte avant parce qu'elles ne veulent pas se rendre à l'évidence que nos actions amènent les autres à faire une action, positive ou négative. Je me promène tranquillement quand soudain je croise un papa avec son petit bébé en porte-bébé. La scène est touchante, je vais peut-être faire un sourire au papa, qui lui-même va me rendre un sourire. Attention, c'est pas de la drague. On pourrait dire aussi une petite mamie qui promène son chien, le petit chien est adorable, on va faire un sourire à la mamie qui va aussi nous sourire. Et puis on va peut-être engager la conversation. Il est mignon, c'est quelle race, etc., etc. Il est gentil, il aboie pas trop, enfin, on va discuter. Si je suis énervée, je m'agite dans tous les sens. Je suis au téléphone avec quelqu'un qui, voilà, le ton monte. Je m'agite et hop, je donne un coup à la personne qui passe à côté de moi. La personne, wow, tu peux pas t'excuser, non? Ouais, bah c'est bon, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça, bah. Rien parce que vous étiez énervé, que vous étiez en train de brasser de l'air, comme je dis, vous avez instauré un climat négatif. Et cette négativité engendre qu'il risque d'y avoir une engueulade, peut-être une bagarre, peut-être beaucoup de choses. Alors les gens vont être là, ils vont faire les badauds, ils vont regarder. Il y en a qui vont filmer, balancer ça sur les réseaux, et puis d'autres vont appeler la police. Donc un seul comportement va engendrer plein d'autres choses. Il y en a qui prennent parti pour l'un, l'autre pour l'autre, etc., etc. Donc l'enfer, c'est pas forcément toujours les autres. Si les autres se comportent comme ceci, comme cela avec nous, et ben parfois c'est parce qu'on a fait des actions qui ont conduit les autres à être comme ça avec nous. J'entends souvent, ah, j'ai encore une fois, je suis encore, voilà, mais tous les hommes sont pareils, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir toujours le même type d'homme? Mais je les attire. Non, c'est vous qui les attirez aussi. Pourquoi? On ne sait pas. Sans le travail. Quand on me dit tous les mecs sont infidèles, le mien m'a encore fait cocu, j'ai appris que patati patata. Ma parole, j'attire que les infidèles. Bah, ma parole, vous êtes attiré aussi par ce type d'homme. Et on tombe des fois dans une espèce de schéma de spirale infernale où le serpent se mord la queue. Il n'y a jamais, jamais, jamais de fin. Voilà. Autre chose que je vois assez souvent, c'est dans le coaching de couple, les femmes se plaignent vraiment de la charge mentale. Voilà. Le problème, c'est que je le dis assez souvent, donc elles me disent, voilà, mon conjoint avant, il m'aidait dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants et tout, et progressivement, il a arrêté. Donc moi, vous comprenez, j'ai mon boulot, j'ai le petit dernier, j'ai tous les devoirs à faire, toutes les tâches ménagères, les courses, et j'ai une espèce de gros bébé qui n'est même pas à moi, qui s'affale dans le canapé et qui attend que la bouffe soit servie. Moi, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? On divorce? Voilà. La plupart du temps, si l'homme en est arrivé là, c'est que vous l'avez laissé, vous l'avez autorisé à ne plus rien faire. Et généralement, c'est quelque chose qui est véridique. On veut que ça bouge, on veut que ça aille bien, vite et bien. Et on fait la même erreur avec nos enfants quand ils commencent à avoir l'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Donc,
on va essayer tout le temps de recadrer un peu notre conjoint, de le voilà. Seulement notre conjoint, c'est pas notre enfant. Donc on a souvent des trucs comme ça. Bon écoute, ça te dérangerait de faire attention parce que là, il reste encore de la salade entre les dents de la fourchette, quoi. Comment tu fais la vaisselle? Laisse, 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 je m'en charge. La dernière fois que tu as fait le linge, c'était un fiasco. Tu m'as mélangé le blanc, les couleurs, mon soutien-gorge tout neuf s'est retrouvé rose bonbon, enfin, je vais faire. Non mais attends, mais c'est comme ça que tu tiens le petit? Mais sa tête, ça va pas, non? Mais ta tête, mais ta main sous sa tête. Attends, tu le portes comme s'il avait 2 ans, il tient pas encore